Do not hire to delegate, hire to elevate. Donc, n'embauche pas des gens pour déléguer les petites choses, embauche des gens qui sont meilleurs que toi et qui vont améliorer la qualité de l'équipe, en gros. Je m'appelle Nicolo. On est à Los Angeles, chez Riot Games, qui est la société de jeux vidéo que je dirige depuis plusieurs années. Alors, moi, j'ai voulu faire les secs parce que quelqu'un de très intelligent m'a dit va dans le milieu qui te passionne. Moi, c'était les jeux vidéo, mais cherche à avoir un métier qui te valorise. Et je dis, mais moi, je sais pas, avocat, scientifique, je sais pas à quoi je suis bon et tout. Et je me suis rendu compte que j'ai regardé les jeux vidéo. Et je me suis rendu compte que les jeux vidéo dans lesquels j'étais le meilleur, je joue à tout, hein, je joue de tir, aux jeux de foot, tout ça, mais les jeux dans lesquels je suis le meilleur, c'est les jeux de stratégie, les jeux de gestion, j'adore ça. Et je me suis dit, c'est peut-être qu'il faut que je fasse. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en école de commerce. Je dis, je vais apprendre ça en métier, puis je vais essayer de bosser donc, dans le business, dans la gestion, mais dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai fait les sacs. Et je suis rentré en 2002, mais j'ai toujours pas compris les systèmes de promo. Je crois qu'officiellement, je suis promo 2005, mais je suis sorti un peu après. Mais je suis rentré en 2002. Voilà. Pour moi, les secs, c'est les assos. Hein. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était les assos. Je suis d'abord allé voir l'association de jeux vidéo parce que j'adore ça. Et en fait, je l'ai pas faite parce qu'ils jouaient tous à Counter-Strike et moi, j'étais pas du tout Counter-Strike. En fait, j'étais plutôt jeu de stratégie justement. Donc du coup, je me suis jamais mis dans cet asso. Mais j'adore la musique et quand j'ai vu lors des portes ouvertes l'association Musical, je me dis mais c'est complètement fou quoi. Ils venaient de finir Peter Pan, c'était l'époque où il y avait Peter Pan et en gros ils ont dit on a écrit le spectacle, l'histoire, la musique, tout le monde est sur scène, on est 152, 3 millions de musiciens en live et tout. Mais je dis mais c'est fou là, l'idée qu'on puisse prendre des gens qui se connaissent pas et un an après monter un spectacle et être sur scène. Ils avaient joué à Paris en plus. Je disais, mais ça, faut que je fasse partie de ce truc-là. Donc je me suis inscrit à l'association, un petit peu déçu parce que c'est l'année où ils ont fait une reprise, on faisait West Side Story. Je dis, c'est pas grave, j'ai dessus, donc j'ai joué sur West Side Story. Et l'année d'après, je me suis proposé en créa avec d'autres personnes et on a créé notre propre spectacle, Signé Corbeau. Donc j'ai fait cette association-là pendant 4 ans. Et j'ai aussi fait le ski club. J'adore skier, j'ai grandi dans les Alpes. Donc voilà, je faisais ces 2 associations-là. Moi, je suis foncé dans les jeux vidéo. Donc, et j'ai hésité parce que c'est vrai que j'avais eu d'autres offres. Je me souviens dans d'autres grosses boîtes de gestion de projet, etc., qui étaient beaucoup mieux payées. Les jeux vidéo, c'était pas très bien payé à l'époque. Mais j'ai décidé de quand même faire un stage dans une boîte qui s'appelle Goa, qui est un éditeur de jeux vidéo, filiale de France Télécom. Et en fait, après le stage, ils m'ont proposé un apprentissage. J'ai fait 3 ans d'apprentissage chez eux. Après l'apprentissage, ils m'ont proposé un boulot. J'ai passé plusieurs années. Et en fait, c'est les 2 seules expériences professionnelles que j'ai eues, c'est Goa. Et après Riot Games. Et chez Goa, mon boulot, c'était on était un éditeur, c'était d'identifier des studios de développement qui avaient des jeux sympas pour qu'on les finance et qu'on les édite. Alors éditer, c'est faire le marketing, mettre en place les serveurs, etc. Les financer. Donc moi, je pensais que j'avais le meilleur boulot du monde, quoi. Je voyageais à travers le monde, je rencontrais des studios de jeux, y compris les développeurs de mes jeux favoris. Donc j'étais en mode, c'est génial et tout, j'avais même pas 30 ans. Et je décidais si on voulait financer leurs jeux, c'était génial. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les fondateurs de Riot, Mark et Brandon, avec qui j'ai fait un deal d'abord en 2008. Et puis un an après, j'ai dit non mais faut pas que je fasse un deal avec eux, ils m'ont proposé de les rejoindre, donc je suis parti. Et j'ai rejoint Riot Games et je me suis occupé de tout ce qui est publishing, édition, c'est-à-dire que tu as les gens qui font le jeu et puis tu as tous les gens qui lancent le jeu sur le marché, donc voilà, qui mettent en place les serveurs, qui font le support client, les localisations, l'e-sport, les serveurs, la technique, etc. Donc toute cette partie-là, c'est moi qui l'ai gérée chez Riot. On était une petite boîte, on était à peine 30, c'était une petite start-up. J'ai rejoint en 2009, quelques mois avant le lancement du jeu, c'était la crise économique, en mode, on n'a qu'une vie, et c'est parti, YOLO, ça va peut-être pas marcher, mais start-up en Californie, j'essaie. Et on a explosé, quoi. League of Legends a été un gros succès à travers le monde, on a développé la boîte, et maintenant on est plus de 4000, et donc c'est une grosse société maintenant. Et les fondateurs, on avait un peu marre au bout de quelques années de diriger une grosse entreprise. Eux, c'était plus ils voulaient faire des jeux, ils voulaient pas manager une boîte.
Et donc ils m'ont demandé de reprendre la direction il y a quelques années. Donc depuis 2017, je suis du coup le PDG de Riot Games. Les fondateurs sont toujours là. J'ai passé ce matin avec Marc, on discutait du futur de League of Legends. Ils sont toujours impliqués, mais ils font la partie cool et moi je fais la partie un peu... voilà, je gère la boîte, quoi. Quand j'étais chez Goa en apprentissage, ils m'ont envoyé en fait en Corée du Sud pour 6 mois parce que c'est intéressant. En Corée, il se passait quelque chose d'intéressant dans le jeu vidéo. C'est là qu'a été inventé le concept du free-to-play. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est plutôt que faire payer un jeu 50 €, il est gratuit, mais vous pouvez acheter des objets en jeu en fait. Et à l'époque, ça s'est lancé en Corée et dans le reste du monde, tout le monde pensait que c'était débile, quoi, que c'était que pour les jeux qui n'avaient pas marché qu'on passait en gratuit. Et nous, on sentait que c'était pas forcément le cas, on pensait vraiment qu'il y avait un avenir. Et moi, j'avais pitché en mode, je pense que ça vaut le coup d'aller là-bas, de financer des jeux qu'on lancera après en Europe sur ce modèle-là. Et donc, j'ai passé 6 mois en Corée à faire ça. Et donc voilà, donc ça c'était ma première mission à l'international. Et après, toujours chez Goa, ils ont délocalisé une partie de la boîte en Irlande. Donc en fait, moi, je suis parti en Irlande. Donc j'ai travaillé 3 ou 4 ans en Irlande. Et ensuite, Riot Games, quand je les ai rejoints, j'étais à Los Angeles. Donc, je suis venu à Los Angeles. Et là, comme je gérais le publishing, j'étais jamais ici. En fait, j'étais tout le temps en déplacement. Et à un moment, je suis même parti m'installer à Hong Kong parce que le gros du business était en Asie. Et on venait de lancer en Chine, le jeu a cartonné en Chine, etc. Donc, je voulais être plus proche. Donc, j'ai passé 3 ou 4 ans à Hong Kong. Et là, je suis revenu ici depuis 5 ans, je crois. Donc, ouais, j'ai une expérience internationale plutôt bien développé. Ouais. Je pense que c'est le type de métier où tant que tu le fais pas, c'est très difficile de se rendre compte. J'ai le patron d'avant, j'ai travaillé avec lui, je sais pas, peut-être 15 ans. Je reportais directement à lui, je le connais très bien. Et entre le moment où on m'a proposé le poste et le moment où je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était complètement différent. C'est dur à expliquer, mais ce que je dirais, notamment aux étudiants ESSEC, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des postes de responsabilité, et notamment être CEO, parce qu'ils pensent qu'ils veulent prendre les décisions, ils pensent qu'ils ont les meilleures idées, ils veulent prendre les décisions. En fait, on prend très peu de décisions en tant que CEO. Je pense qu'un bon CEO, il prend très peu de décisions stratégiques, il prend très peu de décisions sur les produits, sur les jeux, etc. Par contre, tu dois prendre beaucoup de décisions humaines. C'est-à-dire prendre les bonnes personnes, licencier les bonnes personnes, enfin les mauvaises dans ce cas-là, placer les bonnes personnes aux bons endroits, parce qu'il y a des gens qui sont très bien, mais ils ne sont pas forcément bien placés. Et donc moi, je me rends compte que je prends très peu de décisions produits, stratégie, j'en prends un peu. Et culture aussi, des fois, faut un peu mener le cap. Mais 80% de mon travail, c'est de prendre les bonnes décisions de personnel, en fait. Prendre les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Et c'est pas forcément ce que j'avais en tête quand j'ai commencé ma carrière. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps et ce phénomène s'amplifie en fait quand on est tout en haut, quoi. Je pense qu'un patron qui prend les décisions produits, déjà il y a de fortes chances qu'il prend beaucoup de décisions produits. Il y a de fortes chances qu'il ne prenne pas les bonnes parce qu'il ne peut pas, à ce niveau-là en tout cas, sur une plus petite échelle c'est plus simple, mais à un niveau où on a plusieurs jeux, des séries télé, des compétitions sportives, c'est impossible de bien comprendre chaque produit à fond. Et c'est quelqu'un pour lesquels beaucoup de gens ne veulent pas travailler parce que c'est micromanagement et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, à raison. C'est aussi pour ça que les fondateurs, au bout d'un moment, c'est bon, ça marche très bien, mais on aimerait bien retourner plus proche des produits. Et quand on gère une boîte, on commence un peu à s'éloigner. Donc, moi, c'est pour ça que j'essaie d'organiser la boîte où quand même le haut de l'entreprise est vraiment à fond de produit. Moi, je playteste nos jeux très régulièrement. Je joue à nos jeux tout le temps. Je passe au moins 20 heures par semaine encore à jouer. Hein. Donc, je suis un gros gamer. Mais c'est quelque chose il faut être discipliné parce qu'il y a toujours des problèmes à régler, d'autres choses à faire. Et si on n'est pas organisé, on est complètement submergé par la gestion quotidienne, quoi. Et ça a commencé très tôt, ça a commencé en 2010, on est lancé League of Legends. Et moi je préparais le lancement en Europe.
Et donc je cherchais à recruter des gens qui parlaient différentes langues, français, allemand, etc. Mais j'avais prévu de monter la filiale en Europe pour gérer l'Europe. Et j'ai un de mes collègues, Steve Mescon, qui me dit « j'ai un petit jeune là qui est passé ce matin. » Je fais quoi et tout. Ouais, il est venu au bureau et tout. Et il vient de finir son université en Californie. Et il dit il est fan du jeu. Et je trouve qu'il est assez charismatique, mais en gros, il est prêt à bosser pour nous, il est prêt à tout faire, quoi. Il faut savoir qu'à l'époque, on est une petite trentaine, une petite start-up. Nous, dans notre tête, dans 1 an, on est mort, quoi. On n'est pas du tout la grosse boîte qu'on est aujourd'hui. Et il parle allemand. Et tu veux pas un mec qui parle allemand? Je fais, bah si, on a besoin pour répondre au support client. Comme je vous ai montré, là, les gens qui répondent aux problèmes, j'ai un problème de compte ou un problème d'argent, etc. Bon. Et je dis, non, mais moi, je monte l'équipe à Dublin, etc. Il me dit, bon, bah ok, mais il est vraiment bien. Je dis, écoute, prends-le, on se débrouillera. Il nous rejoint, il fait du support client. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que ce gars-là, c'était un gros icos. Genre, il avait un band, un groupe de musique, merci, en Allemagne, pas la grosse méga star, mais voilà, avec des gens qu'il connaissait, etc. Et c'était aussi un gros gamer, et il avait décidé d'étudier ici, il sortait de la fac, et il adorait League of Legends, il voulait bosser dessus. Et donc il fait, pendant 1 ou 2 ans, il fait ses tickets, etc. Et il se balade là dans l'open space. Et un jour, il voit un personnage de Vi, qui est une sorte de nana bien costaud qui te punch, et voilà. Et il est hyper inspiré. Et il voit les artistes travailler sur le personnage comme ça. Il revient le lendemain et il dit, écoutez, j'ai écrit une chanson pour Vi. Et si vous comprenez League of Legends, je dis, c'est comme un sport. On voit par-dessus, il y a 5 contre 5, il n'y a pas de musique, quoi. Il y a une petite musique de fond, mais il n'y a pas de... C'est pas un jeu narratif, il n'y a pas de quoi mettre une chanson, quoi. Et le gars, il déboule et dit, j'ai fait une chanson de punk pour Vi. Je fais, ok, et tout. Bon, on l'écoute, en fait, c'est pas mal, quoi, tu vois. Et là, j'ai un ingénieur qui dit, mais tu sais quoi, on peut pas la mettre dans le jeu, mais par contre, sur l'écran de login, là où tu mets ton login et mot de passe, on met toujours une image du nouveau champion qui arrive, là, c'était Vi. Je vais peut-être essayer de voir si on peut avoir une musique de fond à ce moment-là. Ok, il hack le truc, là, et il lance ça. Et donc, du coup, les joueurs lancent le jeu, et au lieu de mettre leur mot de passe et leur login avec un fond basique, là, ils voient Vi avec une musique de punk qui déboule. Les joueurs adorent. Et on se dit, c'est pas mal et tout. Il s'appelait Christian, ce petit Allemand et tout. Pas mal et tout. Bon, donc Vi. Quelques mois, semaines après, je sais plus, il nous refait la même chose avec un autre personnage qui s'appelle Jinx. Qui, alors maintenant on le sait dans la série, est la sœur de Vi, mais à l'époque, les joueurs ne le savaient. Nous, on le savait, on l'a construit comme ça, mais les joueurs n'ont découvert que plus que 10 ans plus tard dans la série. Et là, pareil, il fait une chanson, et on l'écoute, et on dit, oh là là, c'est vraiment super. Il dit, attendez, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin. Je fais, ah bon, tu veux faire quoi? J'ai envie qu'on fasse un clip vidéo, enfin, comme un clip de musique et tout. Il dit, quand même, voilà, mais ça va prendre du temps. Il dit, ouais, ça va prendre quelques mois et tout, mais j'ai trouvé un super studio d'animation. C'est un studio qui s'appelle Fortiche, qui est un studio français, qui avait fait les musiques, les vidéos d'animation, je ne sais pas si vous connaissez, du groupe Gorillaz. Vous savez, avec des petits singes, etc. C'est eux qui avaient ce style-là. Ils ont un style entre 2D et 3D qui est hyper intéressant. Il dit, ouais, je pense qu'on peut faire un truc sympa. Et là, on dit, ok, mais ça va coûter combien? Je fais, je sais pas, donnez-moi juste 2000 balles pour qu'on essaye, faire 2-3 tests et tout. Je fais, bon, ok, mais ça va nous coûter plus après. Ouais, mais je reviens avec un test. Ils nous montent un test, c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça va prendre 6 mois. Et là, les développeurs nous disent, non, attends, nous, à l'époque, on sortait un champion toutes les 2 semaines. Et c'était un peu la machine, quoi. C'était en mode toutes les 2 semaines, il fallait inventer un nouveau champion. Donc quand on leur a dit, votre champion, là, sur lequel vous avez bossé comme des fous, là, pour finir à temps, vous attendez 6 mois qu'on fasse une musique vidéo, c'était vraiment la guerre en interne. Mais on a essayé, on va quand même attendre. On a fait ce clip vidéo. Ça a été un carton. Je crois qu'on a 150 millions de vues sur YouTube. Enfin, c'est énorme. Ça s'appelle Get Jinx. Et donc, c'est une vidéo sur Jinx. Et là, le petit Christian, il nous dit... alors déjà, on lui dit, t'arrêtes de faire du support client. Ok, tu vas gérer le département musique maintenant. Donc, il a continué à faire. Il a fait plein d'albums. On a créé 3 albums de métal. On a créé 2 albums de K-pop. Enfin, voilà. Pour un jeu qui n'a pas de musique, on a plein de musique autour du jeu. Et un jour, il dit, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on crée la série télé. Avec ce studio-là Fortiche, avec lequel on avait fait plusieurs vidéos. Et sur l'histoire de Jinx et Vi, donc les 2 premiers persos pour lesquels on avait fait la musique.
Et on dit t'es fou, mais c'est comme tu dis, nos personnages ne parlaient même pas, enfin ils n'avaient pas vraiment, ils avaient un peu de personnalité, mais c'est pas un jeu narratif quoi. Donc pour passer de là, donc ça nous a pris 6 ans. Personne ne nous a cru. Donc tous les Netflix, les Amazon, les Disney, personne ne voulait financer ce projet-là. Parce que les adaptations de jeux vidéo en général, c'est pas terrible, hein. Il y en a plein qui se plantent. On n'en avait aucune expérience et tout. Donc on a décidé de financer ça nous-mêmes. Ça nous a pris 6 ans parce qu'on a fait toutes les erreurs que tu peux imaginer. On a arrêté la production à un moment pendant 1 an. C'était un peu douloureux d'ailleurs. Je me souviens, j'avais été voir le studio français à Fortiche en disant écoutez, c'est même pas de votre faute, c'est que nous, l'écriture, enfin, on a un problème de rythme, il faut qu'on réécrive. Ils avaient 300 animateurs sur les bras, donc c'était compliqué. Mais du coup, on a repris après, et 6 ans après, donc soit 10 ans après cette première chanson, on a sorti la série Arcane, dont je ne sais pas si vous savez, mais qui a vraiment bien marché. Elle était top sur Netflix pendant, voilà. Et là, on est nommé pour les Emmy Awards là, pour le mois prochain. On va voir ce que ça donne. Alors, il y en a plein, mais pour moi, le plus marquant, et c'est ce qui est le plus excitant, et c'est pour ça aussi que j'adore être dans cette industrie, c'est que avant le jeu vidéo, c'était ce que je veux dire un média, une industrie suiveuse. Dans l'entertainment, tu avais le cinéma, dans les activités sportives, tu avais le sport, tu avais le foot, qui est vraiment, qui sont des éléments moteurs de l'entertainment. Et puis les jeux vidéo, ils suivaient, tu vois. Donc moi, j'adorais le foot quand j'étais gamin, puis après, il y a eu un jeu vidéo de foot. Alors, oui, j'adore le foot, donc je vais jouer aux jeux vidéo de foot, c'était cool. Ou moi, j'adorais Indiana Jones quand j'étais gamin. Et quand il y a le jeu vidéo Indiana Jones, forcément, je vais acheter le jeu et j'ai envie de jouer à le jeu vidéo d'Indiana Jones. Mais c'était toujours l'élément moteur, c'était un média un peu plus traditionnel, un sport, etc. Et le jeu vidéo était suivant. Ce qui est super intéressant maintenant, c'est que c'est en train de s'inverser. Aujourd'hui, on commence à jouer à League of Legends et après, on adore tellement le jeu qu'on a envie de suivre la compétition sportive. On suit les équipes, on est fan de Faker, on va voir les compétitions, on regarde les cérémonies d'ouverture, on partage avec sa famille. On est fan de League of Legends, on va voir la série télé. Donc de plus en plus, le jeu vidéo devient l'élément moteur en fait. Et moi je pense que ça va même aller plus loin. Donc non seulement oui, le jeu vidéo c'est le plus gros secteur d'entertainment, ça commence à devenir l'élément moteur du secteur d'entertainment. Et je pense même que ça va de plus en plus définir la culture. Je pense que d'ici la fin du siècle, la majorité des gros sports, ça sera des jeux e-sport. Nous, la League of Legends, c'est déjà dans beaucoup de pays le sport numéro 3, dans certains pays numéro 2 et dans quelques pays numéro 1. Je pense qu'à la fin du siècle, la majorité des... Alors, tu auras toujours le foot, basket, ok, mais je pense que la majorité des sports, quand tu regardes le top 10, je pense que tu auras au moins 5 ou 6, c'est des e-sports. Je pense que la prochaine grosse franchise de cinéma, elle ne viendra pas des comic books américains, là, les super-héros en pyjama, c'est fini. Ça viendra d'un univers de jeux vidéo. Peut-être chez nous, je sais pas, on verra, on va essayer d'y travailler, mais je pense que c'est de là que ça va venir. Tu parlais de musique, je pense que les meilleures expériences musicales, ça va pas être ton chanteur favori sur un concert, ça va être des intégrations entre le jeu, je sais pas si vous avez vu les concerts qui se font avec Fortnite, ou même les nôtres, on fait de la réalité augmentée avec des personnages virtuels qui chantent, qui sont intégrés au jeu, je pense que ça va être ça. Et puisqu'on est parmi les music-halls, moi je suis convaincu de mon vivant, il y aura une comédie musicale inspirée d'un univers de jeux vidéo qui gagnera une Tony Award. Ça, et si ça n'arrive pas, je m'y attellerai moi-même, quoi. Je pense que c'est vraiment là où le jeu vidéo ne devient pas le vilain petit canard de l'entertainment, ça devient l'élément moteur qui redéfinit même la culture. Donc ça, c'est super cool. Et pour moi, c'est une tendance. Et je pense que c'est une tendance qui existe depuis un bon bout de temps. C'est juste que les execs en costard qui gèrent le reste de l'industrie, ils ne jouent pas aux jeux vidéo, ils n'ont pas grandi avec ça, donc ils ne le comprennent pas. Mais les boîtes un peu plus jeunes qui comprennent vraiment le milieu sont en train de bouger les lignes, comme nous, comme Epic et d'autres, quoi. Alors, déjà, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent que le jeu vidéo, c'est pas une industrie sérieuse, ça paye pas. On a parlé un peu chiffres avant, voilà.
Ouais, il y a de très belles opportunités, etc. Alors après, il y a des différences de pays. Effectivement, bah, aux États-Unis, en Chine, ça paye plus que, ah oui, en France ou en Roumanie, ok. Mais d'un point de vue secteur, euh, faut pas, voilà, faut pas avoir peur. Je dirais aussi, ne cédez pas à la tentation du oui, je vais aller faire un boulot un peu plus professionnel, du conseil, pour me faire un peu mon CV, puis après j'irai faire ma passion. Moi, je pense que la raison pour laquelle je suis ici, c'est pas parce que je suis plus intelligent que d'autres, c'est juste que j'ai fait mes choix plus tôt. J'ai tout de suite su ce que j'ai voulu faire, et du coup, j'ai tout de suite construit mon résumé en question. J'ai fait mon stage, je me souviens, j'avais ce stage chez Goa, c'était le minimum, c'était 300 euros, je sais plus ce que c'est maintenant, mais c'était 300 euros. Bon, c'est un peu difficile de payer son loyer avec 300 euros. Moi, j'ai fait tous les prêts et tout ça, donc c'était un peu galère. Et je me souviens que j'avais un stage offert chez Valeo, équipementier automobile, à 1500 euros. Il m'avait promis de doubler avec une prime à la fin. Et c'était difficile de se dire, bah ouais, mais j'ai pris le stage de jeux vidéo. J'ai fait mes marques, du coup ils m'ont repéré, ils m'ont proposé un apprentissage, ils m'ont bien aimé, ils m'ont proposé un boulot. Et en fait je me suis retrouvé, j'avais 25 ans, j'avais déjà plein d'expérience, j'avais déjà vu plein de studios, et du coup c'est pour ça qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, bah tu vas pouvoir négocier ces gros deals, tu vas pouvoir aller rencontrer ces studios, on va t'envoyer en Corée, monter tout ce business-là, parce qu'on te connaît, parce que tu as fait tes preuves. Mais parce que les autres qui étaient tout aussi bons que moi, voire meilleurs que moi, bah, ils ont fait les stages dans je sais pas, les boîtes de conseil, dans les lawyers, etc. Et donc ils n'ont pas pu faire leurs preuves à ce moment-là. Et pareil, je me souviens quand les fondateurs de Riot, Mark et Brandon m'ont rencontré, c'était hyper marrant parce que eux, ils pitchaient leur jeu à tous les éditeurs. Donc les EA, les Activision et tout ça, les mecs en costard qui jouent même pas, hein. Et là, il voit le petit Français qui a, je sais plus, j'avais peut-être 27, 28 ans, et qui comprend tout au free-to-play, qui a vécu en Corée, qui a fait déjà venir des jeux en ligne en Europe, qui sait comment ça marche. Je dis, mais lui, il est brillant, quoi. Et en fait, non, je dis, mais c'est juste que je suis en avance. Je ne suis pas brillant, c'est juste que ça fait des années. Mais pour eux, voilà, il y avait ce contraste-là. Et pareil après, donc j'ai fait mes preuves chez Riot, etc. Donc je suis devenu CEO assez tôt, assez jeune, à 35 ans. Et donc ça, c'est le conseil que je vous donne, ne retardez pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, je vais faire du conseil, je vais faire ci, j'irai après. Non, vas-y tout de suite, tu feras tes marques, tu te feras ton réseau le plus tôt possible. Et faut pas attendre que les choses te tombent dans l'assiette. C'est fini ça. Et encore, ces dernières années, l'économie était tellement en surchauffe, qu'il y a beaucoup de boulot, il y avait des gros salaires, etc. Là, c'est sur le point de complètement changer. Je pense que les 3 prochaines années vont être très, 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 très dures. Donc, faut vraiment pas attendre que ça arrive. Il faut faire ses preuves. Donc, quand on n'a pas d'expérience, moi, ce que je dis, c'est montre-nous donne-nous de quoi t'évaluer. Donc, par exemple, bah, ça dépend de ce que tu veux faire, mais si tu veux être codeur, bah, montre un mode que tu as fait. Si tu veux être en gestion de communauté, montre-nous tes vidéos YouTube, j'en sais rien. Si tu veux être dans le management, montre-nous bah, comment tu as géré ta guilde. Est-ce que tu gères la meilleure guilde dans World of Warcraft? Tu vois, moi, j'avais pitché comme ça. Je dis, bah voilà, regarde ma guilde, tu as vu, je sais manager les gens, etc. Donc, donne-nous des exemples qui nous prouvent que bah, tu sais tu sais te débrouiller. Donc voilà les conseils. Écoute pas ceux qui disent qu'il n'y a pas d'avenir. Fais-le le plus tôt possible. Attends pas. Et retrace les manches parce qu'il y aura il y aura de la compétition. Et voilà. Alors moi j'ai une définition un peu bizarre, mais laisse-moi expliquer. Ce que je dis, je veux mourir à 55 ans avec la banane. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bon, vous êtes encore jeune, mais voilà, en vieillissant, on commence à avoir certains de nos proches ou des gens qui sont dans notre position, qui ont des saloperies, je vois, à 50 ans, les crises cardiaques, les cancers, les machins, etc. Donc c'est pas la majorité, mais ça arrive. Là, l'année dernière, le président de Nintendo, 55 ans, bam. Donc moi, je suis en mode, ça peut m'arriver, je ne contrôle pas. Par contre, je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je peux essayer de vivre ma vie pleinement, de manière à ce que quand ça arrive, si ça arrive, je sois content, quoi. Moi, j'ai envie que si un jour un médecin me dit, bon bah ça y est, désolé, t'as, je sais pas, cancer de je sais pas quoi, t'as plus pour longtemps, que je suis en mode cool.
c'est bon, j'ai fait le taf, je suis content, etc. Donc j'essaie de vivre ma vie pleinement, de m'éclater, de bien éduquer les enfants. Donc, il y en a un quatrième là qui est arrivé, donc faut s'y atteler, de manière à ce que si il y a une saloperie qui m'arrive à 55 ans, que j'ai la banane, c'est ok, bon bah c'est cool, et tout ce qui est après, c'est du bonus, quoi. C'est vrai que 4 enfants, 4000 employés, continuer à être Platinum sur Teamfight Tactics toutes les saisons, être en première division sur FIFA, écrire de la musique, c'est difficile de jongler tout ça, oui, je suis d'accord avec toi. Et bah, pour moi, faut savoir s'entourer. Il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de mystère. Il faut être un peu organisé, ça aide. Moi, je suis assez carré, assez organisé, donc ça aide. Mais à ce niveau-là, faut savoir s'entourer. Il faut déjà embaucher les bonnes personnes à qui on peut faire confiance. Et il faut être prêt à déléguer et à laisser les gens prendre en charge les décisions dans l'entreprise, même à titre personnel, etc. Donc moi, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt, le gros de mes décisions, c'est plus les gens que je sélectionne que les produits. Et donc j'ai beaucoup de gens. Donc j'ai dû apprendre à pas micromanager, j'ai dû apprendre à déléguer, j'ai dû apprendre à faire confiance, j'ai dû apprendre à inspirer, j'ai dû apprendre à recruter, à trouver les bonnes personnes, à les motiver, à être un patron sympa, parce que les bonnes personnes ne veulent pas bosser pour des canards. Donc il faut apprendre à faire tout ça. Ce qu'on ne nous apprend pas trop forcément en école de commerce, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre un peu sur le tas. Et on est très discipliné. Mon père disait, et j'adore cette citation, même si c'est pas vraiment vrai, mais je l'utilise souvent en interne. Je dis, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes, des urgences, il faut qu'on se parle maintenant, j'ai ci, mon budget, machin, etc. Et mon père disait, mais il n'y a pas d'urgence dans la vie. Il n'y a que des gens qui ne savent pas gérer leur stress ou des gens qui ne savent pas planifier. Mais si tu planifies et que tu sais gérer ton stress, il n'y a pas d'urgence. Pas forcément tout le temps vrai, quand tu dire, mais j'aime bien cette philosophie de vie de dire, bah voilà, on s'organise, on prépare. Donc après, j'ai tout plein de techniques. Il n'y a pas un seul meeting sans agenda. J'interdis tout ce qui est présentation dans mes meetings. Donc, tu n'as pas le droit de me présenter des slides ou des trucs. Si tu veux présenter, tu me l'envoies à l'avance. Que ça, je lis. Parce que sinon, je peux lire en 5 minutes ce que tu vas mettre 30 minutes à me présenter. Parce que tu vas essayer de te vendre. Non, c'est bon, tu m'as. Et on fait juste la discussion entre nous. Et on l'a fait de 15 minutes et pas d'une heure. Donc, j'ai plein de petites techniques comme ça. Mais je dirais le gros conseil, c'est de savoir s'entourer. Et je vais même, si tu me permets, rajouter, c'est ce qui fait que, je pense, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui veulent monter en entreprise, pour moi, c'est le point le plus important. Si tu sais pas t'entourer, en anglais, je dis do not hire to delegate, hire to elevate. Donc, n'embauche pas des gens pour déléguer les petites choses, embauche des gens qui sont meilleurs que toi et qui vont améliorer la qualité de l'équipe, en gros. Parce que si tu fais juste déléguer, en gros, tu vas avoir un plafond de verre et la seule chose qu'on va te confier, c'est ce que toi, tu sais faire. C'est juste qu'on va peut-être t'en donner un peu plus parce que tu arrives à déléguer. Mais si tu embauches des gens qui sont meilleurs que toi sur des domaines que tu ne maîtrises pas, mais qui sont super bons et qui t'adorent parce que tu es un super boss, etc., bah, tu vas pouvoir faire des plus gros projets. Et donc, tu vas pouvoir monter. Et ça, c'est pareil, ça c'est pas un truc, quand tu sors de l'ESSEC, c'est pas... Enfin, moi, mon cerveau, il était pas câblé comme ça, quoi. Il a fallu que je m'en rende compte avec le temps. Et voilà.